Au cœur de l'info, nous retrouvons à présent notre invité face à une actualité dure qui voit s'affronter des camps politiques, idéologiques, qui mettent en lumière chaque jour la souffrance d'individus pris dans une guerre, un conflit qui les dépasse. Eh bien, nous avons voulu faire un pas de côté, peut-être même envisager une autre voie, celle de la bienveillance. Alors, est-ce utopique? En avons-nous des exemples? Comment faire pousser cette graine? La bienveillance dans les relations internationales, c'est le titre de l'un des ouvrages de notre invité, Frédéric Ramel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et professeur de sciences politiques à Sciences Po. Merci d'avoir répondu à notre invitation et nous apporter donc votre éclairage et défendre surtout vos convictions. Je pense qu'on en a besoin en ce moment. Alors, l'idée que je reçoive un philosophe qui me parlerait de bienveillance dans les relations internationales a évidemment, vous vous en doutez, fait sourire un peu, notamment dans cette rédaction. Est-ce que vous êtes un doux rêveur ou un utopiste? Alors oui, je sais, dès que des défenseurs de la bienveillance arrivent, on a un peu le sourire en coin, mais je ne suis ni naïf, ni utopiste. Je sais ô combien, et vous l'avez encore démontré tout à l'heure dans les titres, que les relations internationales sont composées de phénomènes qui relèvent de la puissance, de la violence, de la souffrance, mais aussi même de l'indifférence à l'égard de cette souffrance lorsque ces personnes qui l'éprouvent sont à des milliers de kilomètres. Donc je le sais ô combien, mais je sais aussi qu'il y a cette petite graine de bienveillance, que ce soit entre les relations entre les États, mais aussi à l'échelle des sociétés et des individus, parce que les relations internationales, c'est les États, certes, mais il y a aussi une scène qui est beaucoup plus élargie et ni la géopolitique et ni la réelle politique peuvent aussi la saisir. Et je pense qu'il est important de souligner que nous sommes toutes et tous, vous, moi et les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous écoutent, des acteurs aussi dans l'espace mondial. Et voilà, l'espace mondial, effectivement, c'est ce terme que vous aimez employer. Effectivement, vous citez Marc Aurèle. Ce qui est le propre de l'homme, c'est d'être bienveillant envers ses pareils. Est-ce là réellement la nature de l'homme ? Alors, lorsqu'on parle de bienveillance, je pense qu'il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a la sensibilité, une sensibilité qu'on peut reconnaître dans la conduite des autres personnes. Et puis, il y a l'action. Et l'action, elle peut être soit un réflexe spontané, soit le produit de la volonté. C'est-à-dire que ça prend parfois un effort, ça prend du courage, ça prend l'usage de la raison. C'est une alchimie, la bienveillance. C'est à la fois cette spontanéité et aussi la volonté. Et la bienveillance, oui, elle fait partie de notre complexion d'humain. Elle n'est pas forcément activée tout le temps, c'est clair. Mais c'est surtout une manière d'être. Et on va voir des exemples concrets, effectivement, avec une première illustration peut-être, Mitterrand et Kohl. Voilà, une poignée de main qui est essentielle. Vous venez de le dire, ça relève de la nature, mais aussi de la volonté, donc de la volonté de deux hommes et d'une volonté politique. Absolument, c'est un geste qui n'était d'ailleurs pas du tout prémédité, qui s'est fait naturellement au bout de cette journée qu'ils ont partagée sur les différents sites de la Première Guerre mondiale. Et ce geste est un geste de réconciliation, à la fois à l'aveu d'une retenue stratégique entre les deux États, plus jamais ça, et puis l'attention à l'autre, puisque la bienveillance, c'est cette attention que l'on a à l'égard de soi, d'autrui, et plus largement du monde, voire même aujourd'hui peut-être de la planète. Mais je te vois, je te reconnais voilà, comme être vivant. Vous parlez de la planète, donc ça englobe la planète. Absolument. Absolument. C'est le mouvement qui, aujourd'hui, est à l'ordre du jour, qui n'est pas forcément conscientisé et qui, aussi, doit être examiné en contexte. Il y a des moments plus favorables et des moments où les individus sont plus à même à utiliser cette bienveillance, à la nourrir, à la cultiver, parce que c'est une graine, et vous aviez tout à fait raison. Elle nécessite aussi du soin. Cette poignée de main, elle date de 84 et donc elle annonce la construction européenne aussi. Donc elle est extrêmement puissante en fait. Elle est à la fois, je dirais, un résultat de l'intégration européenne et un geste qui accompagne, qui incite à continuer cette voie, puisque une partie de l'Union européenne, une partie de l'intégration européenne repose sur cette réconciliation franco-allemande. Ce n'est pas la seule, pas le seul élément, mais c'est l'un des éléments à prendre en compte, absolument. Je te vois, je te reconnais, ça ne fonctionne que
aussi il y a reconnaissance de l'autre, il y a une autre poignée de main qui est essentielle aussi dans notre histoire contemporaine, c'est celle de Yasser Arafat et de Yitzhak Rabin. Je pense qu'on va la voir aussi à l'image. C'est la reconnaissance potentielle d'un État palestinien. Vous avez en effet raison de parler sur cette condition nécessaire à la bienveillance, la reconnaissance, c'est-à-dire une retenue stratégique entre deux acteurs dont là n'a pas encore la reconnaissance en tant qu'indépendance. Dans les deux côtés, d'ailleurs, il n'y a pas forcément d'unanimité. Les accords d'Oslo ne vont pas, du coup, se manifester et être véritablement appliqués. Mais il y a à ce moment-là, oui, à Washington, ce geste fort de considérer l'autre dans la retenue et dans la reconnaissance. S'il n'y a pas cette reconnaissance, la bienveillance ne peut pas s'épanouir, ne peut pas se développer, puisque la bienveillance, c'est justement la retenue, c'est le calme, et c'est aussi porter secours à autrui lorsqu'il est en détresse et promouvoir raisonnablement le bien. Alors ça, on va en parler effectivement parce qu'il y a d'autres exemples, mais pour revenir sur cette poignée de main notamment, qui nous parle d'une situation extrêmement complexe, puisqu'on le voit dans l'illustration de l'actualité aujourd'hui, on voit la difficulté de s'extraire de la sensibilité d'une communauté qui nous dit quoi faire, quoi penser. Et c'est pour ça que là, c'est très fort, parce qu'il transcende ces deux communautés, en fait. En tout cas, ils actent l'idée selon laquelle c'est possible. Aujourd'hui, évidemment, c'est de plus en plus compliqué, puisque des deux côtés, on a un Hamas qui ne reconnaît pas l'existence d'Israël et qui veut l'annihiler, et de l'autre, on a un gouvernement israélien à l'heure actuelle qui a répondu de façon normale de la légitime défense, mais réagit en dehors du droit international humanitaire, y compris sur les dégradations environnementales, l'article 55 et 35 du protocole additionnel des conventions de Genève qui oblige à ne pas attenter de façon grave, durable et intense à l'environnement naturel, est complètement saboté, complètement torpillé, puisqu'on considère qu'aujourd'hui, c'est 300 kilos par mètre carré de gravats et qui comprennent des explosifs qui devraient mettre plus de 14 ans pour pouvoir être enlevés. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tout de même des forces au sein de la société israélienne et société palestinienne. Je pense en particulier à cette ONG qui s'appelle le Cercle des Familles, qui est une ONG qui est composée de Palestiniens et d'Israéliens qui ont perdu au moins un proche dans le conflit. Et on pourrait se dire, cette ONG s'est dissoute depuis le 7 octobre. Il y a 700 familles et il n'y a que 3 familles qui sont parties depuis le 7 octobre. Alors, elles sont la preuve vivante qu'il y a aujourd'hui encore, malgré les circonstances, des femmes et des hommes qui cherchent à cultiver cette bienveillance, cette sensibilité au sort de l'autre. On voit effectivement qu'il y a peut-être un passage possible, même face à l'idéologie, qui semble pourtant tout fermer, tout obscurcir, grâce à l'individu. En fait, l'acte part de l'individu lui-même, et il ne faut pas s'attendre à ce qu'il parte du haut, mais qu'il parte du bas. Absolument. La bienveillance, elle doit s'éprouver. Elle passe par des êtres faits de chair, d'os et aussi de cœur. Nous avons peut-être oublié cette flamme intérieure, celle du cœur. Certaines femmes et certains hommes politiques continuent de l'attiser. Notamment cette semaine, il y a eu un discours assez intéressant sur lequel on reviendra peut-être. Mais ça suppose en effet de reconnaître en l'autre, individu, au-delà de son appartenance nationale, individu doté en effet de chair, d'os et de cœur. Et comment est-ce qu'on peut accentuer la bienveillance dans les relations diplomatiques ? Alors, accentuer, je dirais tout d'abord qu'elle est présente même malgré tout cela. Je vais prendre peut-être un exemple très concret. Vous savez que dans cet environnement extrêmement dégradé que nous éprouvons aujourd'hui, il y a une petite lueur d'espoir. L'année dernière, il y a eu ce fameux traité sur la haute mer et la biodiversité marine, une espèce de bouée de sauvetage face à la dégradation stratégique. Eh bien, la délégation russe a signé. Alors qu'il y a dans la le contexte guerre. Actuel. Absolument. Pourquoi elle a signé cette délégation russe ? Parce qu'elle a pris conscience que ce travail de négociation qui avait pris plus de 10 ans, il n'allait pas être torpillé par cette circonstance actuelle. Il y a eu un travail effectué, il y a des avancées très importantes pour la protection de 30% des océans qui nous nourrissent et qui sont le cœur aussi de la vie sur Terre d'ici 2030, et aussi la protection de ces ressources halieutiques et des ressources de l'océan
partagé pour le plus grand nombre, pas simplement pour les États littoraux, mais aussi pour les États qui n'ont pas de littoral. Et je pense que de ce point de vue, en diplomatie, on a compris que l'effet Covid, la gestion des vaccins qui a été extrêmement compliquée, eh bien, il fallait aussi partager une ressource en commun. Et donc, la délégation russe a finalement signé, et je pense qu'il y a une forme d'effusion au moment où la signature a été posée. Tout comme la COP21, qui est maintenant un peu lointaine, maintenant c'est 2015, ça va faire 10 ans, où ceux qui avaient participé aux accords de Paris sentaient cette sensibilité, cette bienveillance se manifester au moment où on entérine en effet cela. Et donc l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas forcément de tracer ces phénomènes. On peut les voir malgré ce contexte. Ils ne se substituent pas au phénomène que vous avez décrit tout à l'heure, la violence, la puissance. Je ne vais pas dire que la bienveillance va balayer tout cela. Elle est aussi là. C'est tout ce que je veux mettre en avant. Et elle peut être activée, effectivement. Vous évoquiez tout à l'heure le cas des ennemis peut devenir des amis, ou en tous les cas peuvent manifester la solidarité, notamment en cas de catastrophe naturelle. On l'a vu par exemple avec cette très, très important séisme en Syrie, en Turquie en 2023. Et là, des corridors se sont ouverts entre la Turquie et l'Arménie. Absolument. 50 000 blessés victimes, enfin 50 000 victimes. La Turquie, qui est pourtant l'un des acteurs qui est très impliqué sur le plan humanitaire, et la Syrie exposée, mais enfin là c'est entre la Turquie et l'Arménie. L'Arménie a ouvert un corridor, a ouvert les frontières, alors que depuis des décennies, il y a un gel lié à la question de la reconnaissance du génocide arménien. Et immédiatement, le fait de porter secours aux victimes a été spontané, naturel. Le ministre des Affaires étrangères arménien ne s'est même pas posé la question, malgré le fait que la Turquie est en effet un État extrêmement menaçant pour l'Arménie, pour différentes raisons. Et la diplomatie des séismes, c'est quelque chose qui se manifeste. Pour ce même cas que vous avez évoqué, le président Al-Sisi égyptien a appelé pour la première fois Bachar el-Assad pour lui, non seulement lui dire toute sa solidarité et sa sympathie, mais aussi de déployer une aide concrète face aux effets du tremblement de terre. Et comment distingue-t-on alors ce solidarisme du paternalisme ? Alors le paternalisme suppose que l'autre n'a pas d'autonomie et qu'il ne pourra pas rendre. Et il n'y a plus d'égalité. C'est un risque. Tout à fait. Et les États-Unis fonctionnent beaucoup comme ça, non ? Les États-Unis, absolument. Il n'y a pas que, d'ailleurs. On peut se dire que quelque part, la Chine, aujourd'hui, à travers la route de la soie, est peut-être, dans certains de ses aspects, une forme de paternalisme et de l'absence d'égalité dans le traitement. Et certaines ONG, des acteurs de la société civile, aussi... Haïti a été qualifié de république des ONG, mais avec une forme de paternalisme. Mais heureusement, il y a des ONG aussi qui travaillent à l'égalité, c'est-à-dire repartir du local, repartir des individus. Des exemples très concrets pour que les spectatrices et les spectateurs considèrent que ce n'est pas quelque chose qui est totalement abstrait. Il y a des ONG qui travaillent en Afrique subsaharienne, qui restent très longtemps sur le sol africain pour partir des expériences et que réclament les populations. C'est l'ONG Resolve, par exemple. Et grâce à cela, il y a un désarmement des enfants soldats. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, grâce au projet mené par Resolve, il n'y a qu'un enfant sur 8000 qui reprend les armes. Un autre exemple, vous avez l'ONG Karuna, qui est une ONG très influencée par l'empathie et l'altruisme, qui travaille plutôt en Inde et au Népal. Elle ne vient pas imposer une solution, mais elle part des demandes et des besoins des populations. Est-ce que c'est utile ? Et à ce moment-là, nous vous accompagnons. C'est un long chemin, mais ça passe d'abord par l'écoute de l'autre. Une dimension importante, la civilité de transit, la problématique de l'accueil des migrants. Il y a des expériences traumatisantes, mais qui sont aussi des expériences qui rencontrent des expériences d'hospitalité qui permettent du coup de redonner espoir. Je pense notamment, vous nous parliez de cet orchestre des femmes afghanes, Zora. On a vu cet accueil du Portugal qui a accueilli tout l'orchestre sur son territoire alors que ces femmes fuyaient évidemment le régime des talibans. Et le Portugal a même accueilli les familles. Ce n'est pas simplement les instrumentistes, et avec le fabuleux chef d'orchestre qui les accompagne et qui a immédiatement pris les choses en main, voyant le régime des talibans
le taliban reprendre le dessus en Afghanistan. Voilà des gestes d'accueil, voilà des gestes d'hospitalité. Et cette civilité de transit, elle apparaît aussi par des individus ordinaires. On a maintenant des travaux qui montrent qu'au Maroc, qui est devenu une terre, vous savez que tout le Maghreb est très affecté par la circulation justement de ces migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne. Et dans certaines villes moyennes, vous avez des migrants qui sont dans une situation où ils restent très civils, ils essayent de parler arabe, ils rentrent en communication avec les populations, ils participent aux rites et aux fêtes, et aussi en contrepartie, les populations ne sont pas dans une forme de refus de leur présence, mais de travail à occuper l'espace public local de façon je dirais, commune, en sachant que l'hospitalité, il y a un certain nombre de personnes qui accueillent aussi des migrants, il faut les saluer. Ça ne répond pas totalement à ce n'est pas une réponse politique, c'est une réponse morale qui bouleverse aussi le quotidien. Là, on est au-delà de la civilité de transit, c'est lorsque le migrant ou la migrante vient dans le quotidien, et c'est un ajustement permanent, parce qu'on est aussi quelque part bousculé dans ses habitudes, exactement, dans sa culture. Voilà. Et cela ne remet pas du tout en question la nécessité de trouver des questions politiques. Mais ça veut dire que ces éléments-là, ces ingrédients, la graine, elle est tout de même présente. Jusqu'où justement peut aller la bienveillance? Est-ce qu'il y a un plafond de verre? On l'a vu, la bienveillance, c'est une sensibilité qui s'exprime, un acte d'amour, mais qui a besoin de rencontrer en face un interlocuteur qui va y répondre. Et à un moment donné, c'est pas toujours le cas. On l'a vu avec différents exemples tout à l'heure. Donc, est-ce que malgré tout, cette graine finit toujours par pousser, même si ce n'est pas dans notre temporalité, ou est-ce qu'il y a ce plafond de verre? Alors, je dirais pas plafond de verre, je dirais tout simplement une limite à ne pas trop mettre la barre haute. C'est-à-dire que personne ne peut imposer à des individus d'être très, très bienveillants. Le héroïsme moral n'est pas fait pour tout le monde. Donc, il faut mettre un plafond. Mais en tous les cas, c'est la question de l'extension et de la promotion de la bienveillance reste, à mon sens, quelque chose qui mérite d'être défendu. Pour illustrer la sensibilité qu'on cultive individuellement et qui ensuite peut être transposée aux politiques, je voulais revenir sur ce discours que l'on a pu entendre cette semaine. C'est la présidente islandaise qui effectuait sa première visite officielle. Voilà, on la voit au Danemark. C'était sa première visite d'État. Et elle a prononcé ce discours, je vais la citer, « Je n'ai pas de solution magique ». Elle parlait là de la souffrance des jeunes qui se sentent seuls et déconnectés du monde dans lequel ils vivent. « Je n'ai pas de solution magique à ce problème, mais je pense que nous devrions affronter ce moment difficile en faisant de l'amour notre seule arme. » C'est la présidente donc d'Islande qui parle. Après tout, l'amour est quelque chose que nous possédons tous et nous aspirons tous. Alors elle dit kindness en anglais, qu'on peut traduire par bienveillance, qu'on peut traduire aussi par sympathie peut-être dans ce contexte. Laissez-nous mettre ces éléments au premier plan, utilisons-les. Et plus loin elle dit, c'est la coopération et le souci les uns des autres qui nous relient et rend nos pays froids habitables. Voilà, on a une femme politique. Alors certes, la présidente d'Islande a surtout, elle ne détient pas en tous les cas le pouvoir exécutif, elle a plutôt un rôle de représentation, mais qui s'engage et qui dit à voix haute ce que l'on voudrait tous entendre de la part de nos politiques. Elle n'utilise pas le terme bienveillance, en effet, mais pour moi, c'est exactement le même registre. Ça veut dire qu'ici, il y a tout simplement un acte de foi. C'est une affirmation qui ouvre une voie. Le seul fait d'entendre cela est, à mon sens, important. Et elle fait écho à quelque chose de fondamental. Elle dit, toutes et tous, nous avons cette capacité d'aimer, cette capacité à rentrer en empathie avec l'autre. Et cela, nous pouvons le faire au quotidien. Je disais tout à l'heure que le monde des relations internationales, c'est le monde des États. Oui, c'est le monde des États. Mais ce n'est plus le monde que des États. Nous sommes, nous tous, membres évoluons dans l'espace mondial. Et ça commence peut-être à l'échelle très locale. Je sais qu'il y a probablement des personnes qui nous écoutent, qui font par exemple du jardinage, qui font de la permaculture, qui prennent soin de façon très proche dans les jardins partagés de la nature qui les entoure. Pour moi, c'est déjà de la bienveillance en acte. Je vais terminer avec cette phrase du philosophe Francis Hutcheson que vous citiez dans votre livre. Face à d'éventuelles catastrophes, nous devons agir quand même. Et il lui dit « agir pour le meilleur plutôt que d'attendre passivement le pire ». Voilà. On a cette capacité d'action en nous et on en est responsable.
Absolument, absolument. Frédéric Ramel, merci infiniment d'être venu sur ce plateau, nous avoir apporté ce regard, cet éclairage, d'avoir semé cette graine à l'intérieur de nous. Merci infiniment. 20h26 à Paris, au cœur de l'info se poursuit. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour d'autres informations.